tout le monde veut pas jouer comme Stan Getz ou comme John Coltrane. Bienvenue les amis dans ce 4e épisode. On est à Paris, les conditions sont pas terribles, mais ce qui est très cool, c'est qu'on va aller chez Sios, une entreprise qui a révolutionné le petit monde du saxophone il y a quelques années avec une idée de génie et de l'impression 3D. Allez, j'essuie mes lunettes et on y va. Bonjour Pauline Evenot, merci de nous accueillir chez Sios. Et alors je sais que vous avez déjà pas mal pitché votre entreprise, j'imagine, surtout à ses débuts. Mais est-ce que pour les auditeurs de la chaîne, vous voudriez bien, une fois de plus, nous dire ce qu'est Sios et ce que vous faites? Oui, bien sûr. Alors, donc, je suis Pauline Evenot, je suis la cofondatrice de Sios. Sios, ça veut dire Shape Your Own Sound. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va offrir aux musiciens le son de ses rêves. On travaille avec les saxophonistes et les clarinettistes, donc on va leur faire un bec comme ça, qui va être vraiment personnalisé. Donc on va changer la géométrie interne surtout, par rapport aux caractéristiques qu'il va nous demander. On va changer cette géométrie, ce qui va lui permettre d'obtenir plus facilement le son qu'il recherche. Donc, ce que vous me dites, c'est que, en fait, ce bec-là, qui se met au bout d'un saxophone, conditionne le son qu'on obtient. C'est juste cette petite partie change le son, en fait, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant sur le bec, et c'est pour ça qu'on travaille sur cette partie-là, c'est que c'est une petite partie de l'instrument, mais comme c'est à l'interface entre le musicien et le reste de son instrument, c'est vraiment là que le son se crée, et c'est là qu'on va vraiment déterminer tous les paramètres du son. En fait, le reste du saxophone, enfin le saxophone en lui-même, c'est vraiment plus ce qu'on va appeler un résonateur, qui va permettre donc de raccourcir ou rallonger la longueur du tuyau, ce qui va changer les notes, mais c'est pas l'élément principal dans le timbre qu'on va entendre. Ce qui m'intéresse beaucoup, ce qui intéresse les auditeurs, c'est de comprendre comment l'idée finalement naît. Vous utilisez l'impression 3D pour faire les becs. Pour en arriver là, il y a eu un cheminement. Est-ce que vous pourriez justement nous faire part de ce cheminement? En fait, moi là-bas, je suis chercheur en acoustique. En fait, j'ai fait ma thèse à l'IRCAM à Paris, donc c'est l'institut qui a été créé par Pierre Boulez. Et donc, je travaillais sur l'acoustique des instruments de musique avant. Donc, en fait, on développait un logiciel pour prédire les caractéristiques d'un instrument avant de le fabriquer. Donc, j'ai toujours été intéressée par la fabrication des instruments de musique. Puis ensuite, je suis partie 1 an au Canada, à l'université McGill, donc pour faire ce qu'on appelle un post-doctorat. Et donc là, le sujet, c'était vraiment sur les becs de saxophone. Le but, c'était de comprendre quelle est l'influence du bec sur le son joué. Donc en fait, moi, j'ai passé 1 an à faire des simulations pour comprendre vraiment quelle était l'influence de la géométrie du bec sur le son, ce qu'on fait maintenant chez Sios. Et donc à un moment, pendant ce postdoc, je voulais un peu, parce que j'avais passé beaucoup de temps sur l'ordinateur, un peu toute seule comme ça, à faire mes calculs, et j'avais envie de comparer ces résultats-là au ressenti des musiciens. Je voulais comprendre quel était le lien, et ce qui est quelque chose qu'on fait encore difficilement dans les sciences, et en tout cas sur les instruments de musique, c'est que souvent il y a les acousticiens qui vont travailler sur le son, qui vont comprendre la physique de l'instrument de musique. Puis après, il y a ce qu'on appelle les psychoacousticiens qui travaillent sur comment les gens vont décrire des sons avec des mots, ce qui est plutôt donc là la spécialité de mon associé Maxime. Et le lien, il se fait pas toujours avec ces deux choses-là, ce qui fait que même si on comprend l'acoustique, la physique de l'instrument, on ne sait pas forcément qu'est-ce que ça va impliquer pour le musicien, en fait. Et moi, c'est ça aussi qui m'intéressait. J'avais ces géométries que j'avais étudiées sur mon ordinateur, et puis je me suis dit, tiens, comment je vais faire pour partir de ces géométries-là que je connais, pour les faire tester. Et en fait, la solution, c'était de les imprimer en 3D, parce que j'étais sûre d'avoir le même modèle. En fait, j'allais pas le fabriquer moi-même à la main, c'était trop compliqué. Et donc là, je l'ai fait tester à des musiciens, et les musiciens, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, mais c'est cool, où est-ce qu'on peut acheter ça ?» Et je me suis dit « Tiens, c'est marrant, il y a des gens qui veulent acheter un peu les résultats de mes recherches. » Je m'y attendais pas trop, et finalement, c'est un peu cette idée-là qui a germé comme ça dans ma tête. J'ai fait un peu de saxophone dans ma jeunesse. C'était un bec noir, Selmer, c'est quelle matière, comment on faisait avant? Parce que là maintenant, j'ai vu votre site, il y a des centaines de géométries possibles. Avant, on faisait comment? Tout le monde avait la même chose?
Alors, tout le monde n'a pas la même chose. Il y a quand même pas mal de marques qui existaient déjà avant Sios. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le développement des instruments de musique, c'est quand même fait assez majoritairement, même que presque que comme ça, hein, de manière assez empirique, où donc on testait des choses et puis voilà, il n'y avait pas vraiment une méthode scientifique pour le développement des becs. Et puis en plus, le jazz des années 50, même 20 à 50, où il y a eu beaucoup de musiciens connus qui jouaient des becs d'une certaine marque. Et à partir de là, tout le monde s'est dit, ah mais c'est ces becs-là, les becs qu'il faut. Alors que moi, étant scientifique, je me disais quand même, c'est bizarre, pourquoi est-ce que on aurait trouvé le fameux bec là à ce moment-là et pourquoi on pourrait pas trouver quelque chose de mieux, il n'y a pas des choses à améliorer. Et moi, j'ai plutôt pris cette décision-là de partir déjà du musicien aussi, de se dire que chaque musicien est pas Stan Getz. Tout le monde veut pas jouer comme Stan Getz ou comme John Coltrane, et puis tout le monde n'est pas aussi doué non plus. Donc chacun a une morphologie différente, a des envies différentes, et donc le bec de John Coltrane, il va pas fonctionner pour n'importe qui en fait. Et donc nous, on est plutôt parti de ce postulat-là. Ce qu'on a fait, nous, c'est plutôt de faire tester des becs et des géométries différentes à un grand nombre de musiciens pour récupérer leur retour, pour comprendre comment ils décrivaient les sons, comprendre quel était l'impact de telle ou telle géométrie sur le son, et pour pouvoir ensuite vraiment répondre aux besoins de chacun. D'accord, alors justement, quand on va sur votre site internet, je l'ai parcouru avec attention, je me suis même simulé un bec, il y a tout un parcours qui est vachement bien fait, je trouve. Et est-ce que ça, c'était quelque chose que vous aviez en tête dès le début et vous l'avez affiné? Ça s'est passé un peu comment, ce parcours? Et vous avez fait appel à un programmeur, vous l'avez développé vous-même, ça s'est fait comment? C'est quelque chose qu'on avait dès le début, c'est vraiment la base de Sios, c'est ce questionnaire-là en fait. Alors il n'est pas apparu comme ça par magie, on a fait beaucoup d'heures, de jours de recherche là-dessus. Il y a tout mon background, celui de Maxime, et puis après il y a toutes les journées de recherche qu'on a fait ensemble avec des musiciens pour déjà définir aussi ces échelles. Comment on décrit un bec, comment on décrit un son. Donc c'est comme ça que sont sorties les échelles de brillance et de puissance sur lesquelles on va noter le son. Et puis après, il y a beaucoup de tests aussi avec des musiciens pour voir si le questionnaire était adapté. Mais on est venu assez rapidement à ce questionnaire. Je pense que dès 2017, on l'avait mis sur le site et pour que ce soit bien fait et parce qu'on avait tous toute cette envie de vraiment faire un parcours customisé pour le musicien, notre premier recrutement chez Sios, c'était le recrutement de Samuel, notre développeur, et donc c'est lui qui a développé tout ça sur le site. Ouais. Et donc ça fait combien de temps que vous existez et combien êtes-vous maintenant ? Alors moi j'ai eu cette idée là quand j'étais à McGill, c'était en 2014. Après on a créé la société avec Maxime en août 2016. Et là maintenant on est 15 personnes chez Sios. Ah, bravo, belle réussite, belle croissance. Vous avez eu assez rapidement finalement l'intuition de l'impression 3D, que ce serait intéressant. Comment vous avez résolu ces deux choses, la machine, le plastique, et après comment ça a évolué? C'est un gros travail et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on continue à faire de manière perpétuelle, je dirais. Enfin, l'impression 3D, ça évolue de jour en jour et nous on veut rester à la page, on veut améliorer toujours la finition de nos becs. C'est vrai qu'au début ils n'étaient pas du tout finis comme ce qu'on peut voir là. Donc pour le choix de la machine, alors c'était pas évident parce que c'est vrai que c'est difficile de tester en fait. Parce que bon, les fabricants, ils peuvent toujours nous envoyer un test, mais bon, globalement, c'est souvent quelque chose qu'ils ont testé avec leurs matériaux, avec la géométrie qui va bien parce que ça s'imprime bien, mais dès qu'on veut imprimer autre chose, c'est plus si facile, quoi. Donc bon, on a quand même testé, j'ai fait pas mal de Fab Lab, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai fait au début un peu tous les salons aussi d'impression 3D pour vraiment me renseigner, tester des choses. Bon après,
on communique pas sur les marques et sur le matériau parce que voilà, comme je l'ai dit, maintenant en plus il y a quand même pas mal de concurrence qui arrive, donc on préfère garder un peu aussi l'avance sur ces choses-là. Après, ce que je peux dire sur le matériau, c'est que qu'on l'a fait tester en laboratoire pour justement être sûr que c'était quelque chose qu'on pouvait mettre dans la bouche, qu'il n'y avait pas de produits toxiques et tout. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les instruments de musique, il n'y a pas de normes. Quand il a fallu se prendre un point de comparaison, j'ai pris une barre d'ébonite, qui est donc du coup le matériau qui est utilisé pour la majorité des autres becs dans le commerce. En fait. Les becs noirs là, qu'on a l'habitude de voir sur les instruments classiques. Ouais. Voilà, d'ailleurs, pour la petite anecdote qui est assez drôle, c'est que ça s'appelle ébonite parce que ça ressemble à l'ébène, c'est noir comme l'ébène, mais en fait, c'est une des toutes premières matières plastiques. C'est du caoutchouc vulcanisé, en fait. Ça a été découvert par Goodyear dans les années 1850, en fait, juste au moment de la création du saxophone. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que, par exemple, si on utilise l'ébonite, c'est parce que ça a des super propriétés acoustiques, mais en fait, c'est juste parce que c'était une matière assez historique. C'était une matière très très intéressante parce que ça s'usine bien et c'est joli quand on le polit, ça brille. Ça brille. Par contre, donc c'est du caoutchouc vulcanisé avec du soufre, donc il y a beaucoup de soufre dedans. Et en fait, ça, moi, quand je l'ai fait tester dans le laboratoire, ils m'ont quand même dit que c'était pas génial parce que, voilà, quand on le met dans un endroit chaud et humide, ça rejette de l'acide sulfurique. Bon, la bouche, c'est quand même un endroit chaud et humide, donc voilà, c'est... Donc ouais, vous avez finalement peut-être amélioré la salubrité des musiciens de saxophone avec... Peut-être. Après, je n'ai pas la science infuse là-dessus, c'était juste une barre d'ébonite. Mais c'est intéressant malgré tout de voir que parfois la force de l'habitude fait qu'on passe complètement à côté de certaines choses. Après, ça n'a pas été facile au début, par exemple, parce que c'est vrai que d'arriver comme ça avec un matériau dit plastique, même si finalement l'ébonite c'est du plastique, mais bon, c'est pas comme ça qu'on l'appelait. En plus, c'est vrai que moi j'ai pris le parti de faire des becs colorés. Je me suis dit, tiens, quitte à faire quelque chose de différent, autant y aller jusqu'au bout. Mais autant que ça se voit. Puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai vu que vous faites aussi les ligatures. Alors les auditeurs, ils savent pas ce que c'est les ligatures. Il y en a une là-bas, vous pouvez leur montrer. Oui, voilà, une ligue. Oui, voilà. Alors donc celle-là, elle est spéciale. Oui, vous l'avez un petit peu stylisée. Mais... Ouais. Donc expliquez juste ce que c'est que la ligature, rapide, en 2 mots. Donc en fait, alors là, j'en ai pas, mais donc le bec, il fonctionne en 3 parties. Donc on a le bec. Dessus, on a une anche, donc c'est une lamelle de roseau qui vient vibrer. Et en fait, pour tenir cette anche sur le bec, on va utiliser ce qu'on appelle la ligature. Donc nous, on a créé une ligature assez simple comme ça. Il y en a d'autres avec des vis. Et là, ça va venir serrer l'anche sur le bec. Oui, avec un simple cône en fait. Oui, voilà. C'est ça. Et après, il suffit de jouer comme ça. D'accord, ok. Et donc, effectivement, votre personnalisation, ça va jusqu'à la ligature. Et moi, je trouve ça aussi sympa parce que du coup, vous vous démarquez non seulement par les colomeries, mais vous vous démarquez aussi par la ligature. Et je me suis demandé si vous aviez tout de suite pensé à la ligature ou si c'est quelque chose qui est venu après. Parce que dans un premier temps, c'est vrai que moi, je me serais dit intuitivement, moi qui ne suis pas du milieu du saxophone, j'aurais pris une ligature métallique justement pour que ça tienne bien, quoi. C'est venu un peu après, en fait, c'est marrant, c'est surtout venu parce que au tout début, donc on faisait des becs vraiment sur mesure et donc comme on n'avait pas de ligature, on disait aux gens on s'adapte à votre ligature. Ah oui, parce que vous ne vendiez pas de ligature. Parce qu'on ne vendait pas de ligature, exact. Donc on était un peu obligés. Et sauf qu'après, on s'est rendu compte que des ligatures, il y en avait des tas, et qu'en plus, elles n'avaient pas toujours la même taille. Et donc, on passait des heures et des heures à ajuster les becs pour que ça aille avec la ligature. Et c'était un peu complexe. À un moment, j'ai fait non, mais on pourrait pas faire une ligature, ça serait plus simple. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a créé notre ligature. Ah oui, et puis, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont juste coniques comme ça? Parce que moi, c'est vrai que j'avais vraiment l'habitude des ligatures à visser, mais c'est la première fois que je voyais des ligatures juste comme ça. Après, c'est peut-être... On en voit moins. Après, ça existait déjà. Je dirais pas qu'on a inventé le principe de cette ligature. Après, ce qui est marrant, c'est que j'avoue que maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'impression 3D, leur ligature, elle ressemble quand même toutes beaucoup à la nôtre.
Forcément. Vous avez ouvert la voie, ça c'est sûr, vous avez ouvert la voie, là, forcément. Forcément, et puis le design quand un design est réussi, après il se fait copier, ça c'est le signe de votre en tout cas, de votre réussite, c'est sûr, en termes de conception, ça c'est une belle histoire. Une dernière question peut-être, j'ai vu que vous faites aussi des becs de clarinette. Ouais. Est-ce qu'il y a autant d'impact sur un bec de clarinette que sur un bec de saxophone? Moi, au départ, intuitivement, je me suis dit, bon, bah voilà, on sait faire des becs de saxophone, la clarinette, c'est quand même pareil. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est des choses différentes à travailler, quoi. La différence majeure entre le saxophone et la clarinette, c'est que le saxophone, c'est un instrument conique et que la clarinette, c'est un instrument cylindrique. Et surtout au niveau du bec, en fait, donc le bec de saxophone, c'est une prise femelle, alors que le bec de clarinette, c'est une prise mâle. Et ça nous pose des problèmes, enfin, ça pose un peu plus de problèmes, disons qu'on a moins de flexibilité sur le bec de clarinette, parce que peut-être une petite leçon d'acoustique, mais donc en fait dans un bec, pour pouvoir avoir notre instrument qui va être juste, ce qui est important c'est le volume interne du bec qui sur le saxophone doit être égal au cône manquant en fait, puisque finalement on a un tronçon de cône qui est pas fini. Et donc ce qui est intéressant sur le saxophone, c'est que si on fait par exemple une petite chambre qu'on resserre à l'intérieur, il suffit qu'on allonge le bec et puis du coup on aura toujours le bon volume. Sur la clarinette, en fait, on a beaucoup moins de flexibilité. Donc voilà, mais c'est intéressant aussi. C'est juste un challenge un peu différent sur la géométrie. Ouais, mais c'est bien d'essayer de s'ouvrir à d'autres instruments. Vous êtes bien rodé au niveau des saxophones, donc vous essayez d'ouvrir sur des choses un peu différentes. Oui, c'est chouette. Merci beaucoup de nous avoir consacré votre temps, puis d'avoir partagé votre histoire avec les auditeurs. Je vous souhaite toute la réussite possible. Enfin, c'est déjà bien, c'est en bonne route, et que ça continue comme ça. Et puis, à bientôt, peut-être, si je me remets au saxophone. Oui, avec plaisir. Merci pour l'invitation, en tout cas. Si vous êtes intéressé par cette série, gagnez de l'argent avec l'impression 3D, ne manquez pas les prochains épisodes. Et pour ça, c'est très simple, il suffit de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Si vous voulez vous mettre à l'impression 3D pour développer vos propres idées, je vous propose une formation gratuite de 7 emails sur 7 jours pour bien commencer. Ça s'appelle le chemin de l'imprimeur 3D et c'est accessible sur tamtam3d.fr/chemin ou tout simplement en cliquant sur le lien ci-dessous.